nos répondants sport-études de l'Alliance, mais aussi nos répondants psychosociaux, notre nouveau réseau qui répondent à l'appel. Donc, bonjour à tous. Puis aussi une petite mention spéciale pour les gens du secondaire. Pour une première fois, on a essayé d'inclure aussi les gens des différentes écoles sport-études du Québec. Donc, on a on a des gens de ce côté-là pour une première fois aussi. Donc, bienvenue pour ce webinaire. Puis, ben, j'en profite aussi pour rappeler que ces webinaires-là sont d'abord conçus et visent principalement les intervenants psychosociaux des milieux scolaires. Donc, c'est vraiment vers eux que le contenu était adapté. Mais, comme vous l'avez vu dans l'invitation, on est super content que toute personne intéressée vienne aussi. Mais peut-être juste savoir que le contenu est dirigé plus vers une personne qui a un peu d'expérience dans l'intervention. Puis j'en profite pour mentionner aux différentes personnes du milieu secondaire pour qui c'est nouveau de justement ne pas hésiter à le partager à vos intervenants de vos milieux, que ce soit l'enregistrement ou les prochains webinaires qu'on fera. Voilà pour ça. Puis aujourd'hui, on va parler de violence en contexte sportif et de processus de plainte. On a choisi ce sujet-là pour différentes raisons. D'abord, c'est un sujet qui est tellement important et le sera toujours. Mais en plus de ça, dans les derniers mois, dernière année, il y a quand même eu beaucoup de situations d'abus qui ont ressorti dans les médias, mais on voit aussi qui a été créé beaucoup par cette vague de changement de culture dans le sport, dans la dénonciation. Donc, les situations apparaissent aussi, donc on pense que c'est positif dans ce sens-là qu'on en parle de plus en plus, que les choses ressortent. Puis, on voulait participer à ce mouvement-là pour s'assurer que, s'il y en a de plus en plus de gens qui en parlent, qu'on soit aussi plus de gens à pouvoir recevoir ce genre de témoignages-là. Donc, on espère qu'à travers ce webinaire-là, on va vous outiller, vous rendre plus confortable à recevoir ce type de témoignages ou d'informations. Donc, je vous présente les deux personnes qui vous présenteront aujourd'hui. D'abord, avec nous, Jean-Baptiste Bertrand, qui est un ancien entraîneur national en tennis de table. Il a été conseiller haute performance à l'Institut du sport national, l'Institut national du sport du Québec. Il travaille maintenant comme consultant en relations d'aide. Il est titulaire d'un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et d'un diplôme professionnel de thérapeute en relations d'aide. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous, Jean-Baptiste. Bonjour tout le monde. Allô. Et notre deuxième présentatrice sera Alexandra Sérovac-Robichaud, qui est une étudiante à la maîtrise en psychologie du sport, membre étudiante de l'Association canadienne de psychologie du sport et nouvellement intervenante sur la ligne d'écoute chez Sportaid. Donc, Alexandra qui se spécialise dans le développement positif des élèves athlètes par l'enseignement et le transfert d'habilités de vie en contexte de sport scolaire. Alexandra est également entraîneur de basketball et ça depuis de nombreuses années. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, Alexandra. Merci à vous et allô tout le monde. Et avant de laisser la parole à Jean-Baptiste, juste rappeler, on aura deux segments ce matin. Donc, Jean-Baptiste qui va présenter d'abord. Il y aura une période de questions à la fin du premier segment. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat vos questions. Si vous préférez que ce soit anonyme, vous pouvez les écrire directement à moi. Je vais les relayer à nos présentateurs à la période de questions. Ensuite, on aura une pause de 10-15 minutes et Alexandra va enchaîner pour une deuxième présentation qui sera plus axée sur le processus de plainte. Donc, Jean-Baptiste, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Samuel. Rebonjour à tous. Je suis très content d'être là avec vous ce matin pour vous parler de violence en contexte sportif. C'est un sujet qui est malheureusement d'actualité, puis ô combien important. Moi, ça fait pas très longtemps que je travaille pour Sportaid, un organisme, c'est un organisme sans but lucratif qui est complètement indépendant de toutes les fédérations, tous les organismes de régie dans le sport, de l'Alliance Sport-Études également, qui a pour but de promouvoir des environnements sportifs sains et sécuritaires pour les athlètes. Donc, Sportaid, c'est surtout reconnu pour sa ligne d'écoute 24/7, ouverte à tous. Et depuis peu aussi ouverte non seulement aux personnes dans le milieu du sport, mais à tous les organismes de loisirs aussi.
Et puis, Sportaid, bon, comme on le fait aujourd'hui, fait de plus en plus d'ateliers de sensibilisation aussi auprès de plusieurs organismes, clubs, fédérations et autres. Je vous parlerai un petit peu plus de Sportaid à la fin de la présentation pour ceux qui connaissent moins l'organisme. La violence en contexte sportif, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comme Samuel le disait, moi j'étais entraîneur, puis donc j'aidais des athlètes à performer, mais j'avais toujours un souci de bien-être. Puis c'est la même chose maintenant dans ma pratique de thérapeute et de consultant. Donc j'ai vraiment, c'est un sujet qui me passionne et puis j'ai à cœur le bien-être ultimement des participants. On va tout de suite commencer avec la présentation. Alors, je vais vous mettre à l'écran le PowerPoint. Tout le monde le voit bien. Samuel, c'est OK? J'imagine que oui. Donc, Oui, absolument. c'est bon, merci. Donc, je vous dis un petit peu comment on va faire ça. Ça va être court, mais je vais essayer d'être punché et clair dans les sujets qui sont là. Donc, je vais commencer par faire un portrait de la violence en sport. Ensuite de ça, je vais vous parler un petit peu des spécificités du contexte sportif, comme vous êtes des intervenants psychosociaux qui travaillez avec toutes sortes de clientèles. On avait à cœur de vous décrire un petit peu plus en détail c'est quoi le contexte du sport. Ensuite de ça, je vais parler brièvement des zones grises, donc qu'est-ce qui est de la violence, qu'est-ce qui n'en est pas, les conséquences de la violence, et puis ça va être une petite introduction du processus de plainte et de dénonciation qu'Alexandra, après moi, va traiter en détail. Puis d'ailleurs, Alexandra, tu ne te gênes pas hein, pour m'interrompre si jamais tu as des choses que tu veux compléter. Puis je vous parlerai un petit peu plus de ce que Sportaid fait à la toute fin. Alors, premièrement, c'est quoi la violence? Pour moi, il y a deux concepts importants. C'est toute manifestation de force qu'on exerce sur quelqu'un qui a pour impact de s'attaquer à son bien-être, à ses droits ou à ses biens. Donc, c'est une définition qui est tirée de la politique en matière de protection de l'intégrité parce qu'évidemment, on peut définir la violence de bien des façons. Qu'est-ce que ça représente, la violence en contexte sportif? Ça, c'est une diapo juste pour vous dire que la violence, ça s'inscrit vraiment sur un continuum donc, des gestes de violence peuvent être de gravité moindre et peuvent être très, très graves. Donc, la violence, il y en a de 3 types, physique, psychologique et sexuelle. Ici, dans cet exemple, on parle de violence sexuelle, mais c'est la même chose pour les 2 autres types de violence. Donc, ça peut commencer par exemple, de l'ignorance à un entraîneur qui ignore un athlète, par exemple. Mais là, je parle d'un entraîneur versus un athlète. Là, la violence, ça peut être des athlètes entre eux. Et puis, ça peut être aussi tous les intervenants du milieu sportif qui peuvent en être victimes ou qui peuvent être des abuseurs. Donc, ça peut commencer avec de l'ignorance, un commentaire déplacé. Ensuite de ça, ça peut aller vers du harcèlement sexuel, dans l'exemple de violence sexuelle qu'on a ici, pour aller vers des abus sexuels sans contact et finalement, malheureusement, des fois, des abus sexuels avec contact. Maintenant, voici quelques statistiques par rapport à la violence en contexte sportif. Puis là, en voyant ces statistiques-là, vous aurez peut-être des réactions, ça fait qu'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite, vous le voyez ici, je pense, vous voyez mon curseur, auprès de 1055 athlètes, 763 filles et 292 gars, des athlètes qui étaient âgés entre 14 et 17 ans au Québec. Donc, les résultats de cette étude-là, c'est qu'on peut voir que la violence, le type de violence qui arrive le plus souvent, c'est la violence psychologique, là, le deuxième point que vous voyez.
Plus de 8 athlètes sur 10 ont dit avoir été victimes de violences psychologiques au moins une fois. Ensuite de ça, on a la violence physique qui arrive à 40% environ, et puis la violence sexuelle, un peu plus d'un athlète sur 4 qui dit avoir été victime de violences sexuelles. Au bas de l'écran à gauche, vous voyez qu'il y a tout près de 85% des athlètes qui ont été victimes d'au moins une forme de violence et que près d'un athlète sur 2 ont été victimes de 2 à 3 des formes de violence que vous voyez juste au-dessus. Alors, je ne sais pas si ça vous surprend. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ces statistiques-là pour la première fois, ça m'a étonné. Puis, ce qui m'a surtout étonné, c'est, vous le voyez là, en dessous de chacun des 3 points en haut à gauche, c'est que ce n'est pas nécessairement les filles qui sont victimes de violences le plus, hein. On voit que pour certains types de violences, il y avait significativement plus de garçons. La violence psychologique, il y avait significativement plus de filles. Puis la violence sexuelle, c'est à peu près égal. Moi, ça m'a étonné. Je pensais qu'il y aurait eu plus de filles qui auraient été victimes de violences, mais ce n'est pas le cas au Québec, selon cette étude-là, menée quand même auprès de plus de 1000 athlètes. Fait que c'est un échantillon intéressant. Samuel, on n'a pas de réaction dans le chat pour l'instant. Non, pas pour l'instant. OK, c'est bon. On continue. Donc, quelles sont les spécificités du contexte sportif? Parce que, bon, comme Samuel le disait en introduction, on entend malheureusement des scandales dans les dernières années qui touchent le milieu sportif. Puis, de l'extérieur, on se dit peut-être que le milieu sportif a des ingrédients pour être un terrain glissant quand on parle de violence. Donc, en effet, le milieu du sport, c'est un contexte de dépassement des limites, hein. Les athlètes veulent se surpasser et puis, des fois, c'est à se demander si, il y a une tolérance trop grande au dépassement de certaines limites. Est-ce que le fait qu'on se pousse à chaque jour, ça ne nous fait pas tolérer certains comportements? C'est un questionnement, qu'on peut avoir. Ensuite de ça, dans le milieu du sport de compétition, il y a une valorisation importante du résultat. On le voit, bon, aux abords des terrains de soccer ou dans les arénas, ou je donne ces 2 exemples-là parce qu'il y a beaucoup de pratiquants, mais c'est quand même très répandu que les athlètes eux-mêmes, d'abord, se valorisent parce qu'ils ont des bons résultats et non nécessairement à cause de leur progression. Les parents, les amis aussi valorisent le résultat. Les entraîneurs et les structures sportives également, puis c'est pas nécessairement toujours de leur faute dans le sens où beaucoup d'organisations sont financées parce que les athlètes performent. C'est le cas des fédérations sportives québécoises, c'est le cas de beaucoup de clubs aussi qui demandent des subventions. Une des questions qu'on pose dans les formulaires de demande de subvention, c'est quoi les résultats des meilleurs athlètes? Ça fait que c'est sûr qu'il y a une culture quand même du résultat dans le milieu sportif qui peut amener certains comportements qui sont axés vers on se pousse pour avoir un résultat. Puis des fois, il peut y avoir des dérapages. Aussi, plus les athlètes progressent, plus on les idéalise. Hein, bon, on pense au haut niveau, puis au sport qu'on voit à la télévision. C'est sûr qu'on veut tous, devant notre téléviseur, crier « yes » pour notre équipe. Puis ça peut faire en sorte, des fois, qu'il y a de la part des structures sportives une crainte à dénoncer pour perdre un joueur, un athlète qui est important pour une équipe, pour un club, peu importe. Puis j'ai mis en parenthèse, rares sont les domaines qui ont le pouvoir de soulever des foules ou de redonner le sourire à mon oncle. C'est juste pour vous faire rire un petit peu, mais c'est quand même vrai que dans le sport, il y a beaucoup d'émotions. Puis émotion dit parfois réaction impulsive. Donc, c'est pas tout le monde qui apprend à gérer ses émotions. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai jamais appris ça à l'école, puis je l'ai appris sur le tas. Donc, je me dis que je dois pas être le seul. La progression d'un athlète demande
l'engagement en temps et en argent des proches, hein. Il y a combien de familles qui, par exemple, ont 3 enfants, puis il y en a un qui fait, je sais pas moi, du ski alpin, la fin de semaine, puis toute la famille se déplace, frères et sœurs, à la montagne. Ça fait que c'est beaucoup, beaucoup de temps souvent. C'est beaucoup d'argent qui est investi, hein. Plus les jeunes, les athlètes progressent, il y a des milliers et des dizaines et sur des fois des carrières, là, on parle de 10, 15 ans. Il peut y avoir des centaines de milliers de dollars d'investis. Donc, quand un athlète est victime de violence, il peut se dire: «Ouais, mais là, je vais-tu dénoncer? Tu sais, on a tellement investi pour moi.» Tu sais, ça fait que c'est des réactions qui sont compréhensibles, et qui sont quand même spécifiques à un contexte de performance. Hem, Tous les types de violences, partent, de la même racine, c'est, la réification du sportif. Moi, quand j'ai entendu ça, premièrement, je me suis dit: «C'est quoi cette affaire-là, la réification?» Je suis allé voir sur Google, puis ça dit que réifier, c'est réduire à l'état d'objet. Hem, Ce que ça veut dire, c'est que, quand on est victime de violence, puis qu'on est dans un contexte où, on se pousse, notre corps, ça devient un outil de travail. Puis à un moment donné, si on est victime de violence, on peut avoir la perception que notre corps, c'est un objet, puis que dans le fond, c'est peut-être pas si important que ça, particulièrement dans le haut niveau où le dépassement des limites devient de plus en plus présent. Donc, je vous pose une question. Est-ce que dans ce contexte-là, on oublie trop souvent le respect de soi et le respect de l'autre? À cette enseigne-là, je vous suggère vraiment, un balado Sportaid, hein, Sportaid a toutes sortes de balados qui sont disponibles sur toutes les plateformes là, Spotify entre autres, puis ils sont toutes sur le site web, de Sportaid. Il y en a un balado avec le chercheur français Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac, qui a également écrit un livre sur les violences sexuelles. Puis lui, là, il traite de façon éloquente, en long et en large, toutes les spécificités du contexte sportif. Fait que si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc, comme intervenant, psychosocial, vous avez un athlète qui arrive dans votre bureau, puis, des fois la ligne est mince, hein, entre ce qui est de la violence, ce qui n'en est pas. Donc, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y en est pas? Justement, on peut se poser la question, puis il n'y a pas vraiment de réponse simple à cette question-là. J'ai envie de vous ramener à la définition. Puis là, je vais la lire, je vais en lire une partie pour appuyer sur un point. Toute manifestation de force de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle exercée contre une personne ayant pour effet, et là j'appuie sur ces mots-là, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse, blablabla. Donc, ayant pour effet, moi je me dis, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de tolérance. Donc, euh, un geste, une parole, n'a pas nécessairement le même impact sur une personne que sur une autre. Et donc, c'est pas facile de tracer la ligne sur ce qui est de la violence et ce qui n'en est pas parce que c'est peut-être une question de perception de chaque personne. Il y a des personnes qui vont tolérer de se faire pousser vraiment, puis à la limite même des commentaires un peu secs. Puis il y a d'autres jeunes qui vont recevoir un commentaire sec, puis tout de suite, ils vont se sentir mal à l'aise avec ça. C'est que je pense que il y a beaucoup de zones grises, puis l'important, c'est d'écouter l'impact que ça peut avoir sur la personne qui est en face de nous. Puis j'ai envie de vous demander aussi si vous avez vu le documentaire de Last Dance là, qui traite là, de la carrière de Michael Jordan. C'est un documentaire qui est disponible sur Netflix. Parce que en développant cette diapo-là, je me suis rappelé que dans le documentaire, à un moment donné, je pense que c'est un des coéquipiers de Michael Jordan qui dit qu'il était exécrable avec ses coéquipiers, qu'il les poussait vraiment dans les entraînements, puis qui même les insultait. Alors, moi, je me suis demandé si ça, c'en était de la violence. Est-ce que ses coéquipiers l'ont perçu comme ça?
Oui, peut-être certains percevaient ça comme du leadership, je ne le sais pas. Maintenant, les conséquences des gestes de violence sur les athlètes. Bon, je ne lirai pas tout ce qui est là en détail. Je mets ça pour vous dire deux choses, que premièrement, il y a trois types de conséquences. Les conséquences peuvent être seulement sportives. Elles peuvent aussi être physiques et psychologiques. Puis il peut y avoir évidemment aussi des conséquences sociales. Puis vous voyez que plus on descend dans chaque colonne, plus ce sont des impacts qui sont importants. Ça peut aller d'une simple diminution de la performance. Je ne veux pas banaliser une diminution de la performance, là, mais quand même, c'est moins grave que si on regarde au bas de la troisième colonne, de l'absentéisme à l'école, une difficulté à faire confiance dans les relations, puis éventuellement des idées suicidaires ou même le passage à l'acte. Donc, c'est des choses qui malheureusement arrivent, qu'on va absolument éviter. Et donc, vraiment, ça peut être vraiment grave d'être une victime de violence. Donc, d'habitude, ici, là, quand on présente ce genre d'atelier-là aux entraîneurs, aux athlètes même, il y a toute une section sur comment accueillir un témoignage. Là, je l'ai enlevé de ma présentation parce qu'étant intervenant psychosociaux, ben, vous êtes extrêmement compétent par rapport à l'écoute active, l'empathie et tout ça. Donc, je m'arrête juste pour vous parler brièvement des réflexes à privilégier quand on reçoit un témoignage par rapport à des technicalités plutôt. Donc, si la victime est mineure, c'est important évidemment de dire, puis ça, vous êtes probablement déjà familier avec ça, mais que vous ne pouvez pas garder le secret. Vous avez le devoir de signaler le comportement inapproprié, le comportement violent à la DPJ. Ensuite de ça, ça peut être important aussi, vers la fin d'un entretien avec une victime mineure, de poser des questions fermées si jamais on n'a pas eu suffisamment d'informations dans ce que la personne nous a dit pour signaler. Donc, ça s'est passé où? Quand est-ce que c'est arrivé? Tu sais, aller chercher des informations qui vont permettre à la DPJ ensuite de faire un suivi approprié. Et évidemment, moi, c'est important de prendre des notes rapidement après la rencontre, quand tout est chaud pour essayer de ne pas en échapper. Si la victime est majeure, ben là, c'est complètement différent. Donc, elle est complètement libre de dénoncer ou pas son ou ses agresseurs. Donc, ce qui est surtout important, c'est de connaître les intentions de la victime, de l'informer des options et des ressources qui s'offrent à elle, parce que parfois, la victime peut avoir tendance à penser que tout de suite, si elle signale, elle va être ciblée, alors que c'est souvent pas le cas. Des fois, on peut proposer des situations de médiation, des rencontres même avec la personne qui a commis des gestes violents, si c'est dans le début du continuum qu'on a vu, là, si c'est pas des gestes graves. Et puis évidemment, mais c'est important de respecter le rythme de la personne. Des fois, comme intervenant, on peut s'en mordre les lèvres, mais c'est vraiment la personne qui a vécu des gestes de violence qui a le pouvoir d'agir. Samuel, tu m'arrêtes hein, s'il y a s'il y a des réactions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions. Donc, pour dénoncer après un témoignage, il y a maintenant un mécanisme qui a été créé en 2021. Ça s'appelle l'Officier indépendant de gestion des plaintes. Alexandra, après ma présentation dans la deuxième partie, va vous en parler en long et en large. Donc, ce bouton-là là, que vous voyez « Je porte plainte » est sur maintenant la page d'accueil de tous les sites web, de tous les organismes de régie sportive. Donc, c'est sur la page d'accueil de l'Alliance Sport-Études, de toutes les fédérations,
Et donc, ayant adhéré à cette politique-là, ces organismes-là ont dû mettre ce bouton «Je porte plainte» sur leur site web, sur la page d'accueil. Et puis donc, c'est un canal différent du système judiciaire. Je vous parlais tantôt de la DPJ, ça c'est le système judiciaire. Là, le bouton «Je porte plainte», c'est en rapport à cet OSBL-là qui est complètement indépendant de Sportaid, de toutes les fédérations, qui a pour objectif de protéger les victimes. Et donc, c'est vraiment apprécié maintenant que ce mécanisme-là soit en place parce qu'avant 2021, la principale problématique, c'était que le milieu sportif était et est toujours très petit. Hein, tout le monde, ben, je dis tout le monde se connaît, pas nécessairement, mais vous comprenez un peu que un athlète puisse avoir des réticences à dénoncer auprès de sa fédération, hein, quand il n'y avait pas ce mécanisme-là, ou de son club, quand, par exemple, un membre du CA connaissait l'abuseur. C'est juste un exemple, mais ça arrivait très, très souvent, et donc, souvent, les victimes avaient peur d'être ciblées, donc se taisaient. Maintenant, avec ce mécanisme-là, ça rend les victimes beaucoup plus libres de s'exprimer. Et puis, beaucoup plus, les athlètes sont beaucoup plus enclins à avoir justice. Donc, qui doit dénoncer? Comme intervenant, tantôt, je vous parlais bon, si la victime est mineure, majeure, quand une victime arrive à nous comme intervenant dans notre bureau, on est considéré comme témoin indirect. Donc, on n'est jamais obligé de dénoncer, nous, comme intervenants. Par contre, comme c'est écrit ici, tout témoin direct, donc on voit un geste de violence, tout témoin direct doit dénoncer à l'officier des plaintes tout abus, harcèlement ou violence, que la victime soit mineure ou majeure. C'est juste pour faire la distinction entre, donc, on est témoin direct, on doit dénoncer, on est témoin indirect, on n'est pas obligé de le faire. À part, évidemment, si la victime est mineure, et là, ça va à la DPJ. Je prends quelques minutes seulement pour vous parler d'intimidation parce que c'est un phénomène malheureusement de plus en plus courant. Donc, on parlait de violence, là, dont on a vu la définition. La violence, en fait, c'est le chapeau qui est en haut de toutes les formes, souvent, de violence. Donc, quand je parle de toutes les formes de violence, je parle d'abus, de harcèlement et, entre autres, aussi d'intimidation. Donc, l'intimidation est une forme de violence. Et puis, c'est quoi? C'est des agressions entre pairs, donc entre les athlètes, quand il n'y a pas de lien d'autorité. C'est des agressions qui se produisent à répétition, qui durent depuis une certaine période de temps, qui impliquent une personne qui exerce un pouvoir sur une autre personne, puis qui entraîne encore là de la détresse, de la peur chez une personne qui n'a pas trop d'outils pour savoir comment se défendre. Cette diapo-là, c'est juste pour vous dire, bon, là, il y a vraiment, c'est l'acronyme AID là, qui peut vous orienter sur quoi faire quand on est témoin d'intimidation ou ça vient à nos oreilles. Mais c'est plus pour vous dire que sur le site de Sportaid, il y a vraiment beaucoup d'outils qui ont été développés, super intéressants. Donc, c'est le cas aussi pour l'intimidation. Il y a des vidéos, des outils comme cette affiche-là. Donc, je vous encourage vraiment, si vous êtes intéressé, à y aller puis à découvrir ce qu'il y a comme outils qui peuvent vous aider à en savoir plus si vous le souhaitez. Je termine en vous parlant un petit peu de l'organisme Sportaid. Donc, vous voyez que, comme je vous disais au début, dans le carré bleu, là, Sportaid est surtout connu pour sa ligne d'écoute. Tout le monde peut appeler 24 heures sur 24.
c'est ouvert à tous les intervenants du milieu sportif, tous les acteurs, c'est-à-dire ça va nous faire plaisir de vous écouter si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous présente aujourd'hui ou qu'on ne vous a pas présenté, puis c'est des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. C'est une ligne téléphonique, mais c'est texto, c'est réseaux sociaux. On est vraiment sur toutes les plateformes. Je viens de vous parler d'intimidation dans le carré rouge en haut à droite. Donc, là aussi, on a différents outils. Le petit bonhomme de toutes les couleurs que vous voyez au centre, c'est le programme Inclusion. Donc, ça, c'est un programme qui a été développé depuis à peu près 1 an et demi, qui a pour but d'accompagner les personnes trans ou dans le processus pour les inclure le plus possible dans le milieu sportif parce que souvent, ces personnes-là pouvaient se sentir marginalisées auparavant. Puis donc, nous, chez Sportaid, on trouve que c'est pas normal qu'une personne hésite à continuer son sport parce qu'elle veut amorcer une transition. Donc, on a développé un programme par rapport à ça. Et puis, ce programme-là, Inclusion, va éventuellement prendre de l'expansion pour inclure les personnes handicapées, les personnes autochtones, puis il y aura probablement même d'autres personnes là, qui vont être incluses. On veut vraiment que le sport soit un milieu où les athlètes se sentent bien, peu importe de quelle origine ils viennent ou ce qu'ils vivent dans leur vie. Ensuite de ça, je vous parlais des balados en bas à gauche. Donc, il y a toutes sortes d'entrevues avec plein de personnalités du milieu sportif, des ministres, des entraîneurs, des dirigeants de fédération, des athlètes, nos porte-paroles, bon, Geneviève Janson, Anthony Auclair, Cindy Wallet, qui sont des athlètes qui ont vécu des moments difficiles, qui peuvent témoigner de ça. Donc, il y a toutes sortes de conversations intéressantes, ouvertes. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur nos plateformes, vous sélectionnez celles qui vous intéressent. Et puis, le programme Coesia aussi, c'est un programme de prévention de la violence en contexte sportif. Parce que, bon, on est malheureusement souvent en réaction à des gestes condamnables qui sont commis. On s'est dit chez Sportaid qu'on voulait aussi agir en prévention. Donc, ce programme-là en fait foi. C'est un programme de leadership. Donc, c'est vraiment de la prévention de manière positive, si on peut dire. C'est un ensemble, c'est comme une trousse, en fait, d'outils qui est destiné surtout aux entraîneurs pour développer avec les athlètes qu'ils entraînent le leadership dans leur groupe ou dans leur équipe. Donc, c'est par exemple, ça a comme but d'établir ensemble, l'entraîneur et les athlètes, des valeurs qui sont importantes pour le groupe. De conscientiser sur les différents types de leadership qui existent, hein. Il y en a qui aiment ça parler dans le vestiaire, mais il y en a qui aiment ça agir par l'exemple. Il y en a d'autres qui vont agir dans l'ombre en développant des relations avec tous leurs coéquipiers, puis qui vont avoir un impact positif pour l'équipe. Donc, d'apprendre à se connaître comme athlète à travers ces qualités-là, d'apprendre à développer encore plus les qualités qui font partie de notre personnalité. Ça peut vraiment être positif, puis contribuer à implanter des milieux qui sont encore plus sains et sécuritaires, puis qui sont favorables aussi à la performance, hein. Je ne l'ai pas mentionné, je voulais vous dire ça au début, mais la performance et le bien-être, c'est bien documenté maintenant dans les études depuis plusieurs années. Ça va de pair. Si on est bien, on performe. Ça semble tellement évident quand je le dis, mais des fois, il y a des partenaires du milieu sportif qui peuvent avoir la perception que, bon, c'est beau là, le bien-être, mais faut aussi se pousser. Puis, ben oui, il faut aussi se pousser, mais dans un contexte sain.
Puis quand le contexte est sain, ben, les performances suivent. Donc ça, c'est aussi quelque chose euh, que moi, je porte comme intervenant. Puis je souhaite que ça soit vraiment de plus en plus répandu dans le milieu sportif, que ça va de pair, parce que souvent, il y a la croyance que ben, c'est soit le bien-être, puis on chouchoute les athlètes, ou la performance, qui est complètement faux. Donc, voilà, je me rends compte que je parle vite. Je ne sais pas s'il y a des affaires que vous avez échappées. N'hésitez pas à poser des questions. On a encore, je pense, Samuel, une dizaine de minutes. Donc, Oui, même ça, on aura un petit peu plus de temps pour les questions. J'en ai une qu'on a reçue. Peut-être à Alexandra aussi pour aider pour celle-ci, mais la question c'est est-ce qu'il faut, en lien avec la DPJ, est-ce qu'il faut appeler la DPJ même si l'avis ne vient pas d'un parent de l'enfant? oui, vas-y, Alexandra. En fait, oui, c'est pas à nous en tant qu'intervenants, en tant que peu importe que vous gravitez dans l'environnement sportif ou pas, c'est pas à nous de juger si la plainte vaut la peine d'être faite. Fait qu'en fait, si vous êtes confronté à un mineur qui vit une situation de violence, ben appelez à la DPJ, signalez la situation et l'événement, puis vous allez avoir fait votre devoir, en fait. Puis ça va être à la DPJ par la suite de traiter la plainte, puis de voir si ils vont de l'avant avec ça. Parce que vous ne savez pas, peut-être que cet athlète-là a déjà subi une autre situation, puis il y a peut-être déjà un autre professionnel, un enseignant, un entraîneur qui a fait une plainte pour une situation qu'il a déjà vécue. Donc, c'est pas à nous, justement, de juger si ça vaut la peine ou pas. Faites-le. Votre devoir va être accompli comme ça. Puis c'est ça, c'est une excellente question, en fait. Super, merci Alexandra. Autre question pour Jean-Baptiste. Tantôt, on a nommé on parlait de violence, c'est quoi la définition? Question, est-ce que les athlètes sont en mesure de percevoir les violences, ou quand on regardait les statistiques qui ressortaient, est-ce qu'on sait si c'est plutôt en posteriori qu'ils vont être en mesure de voir cette violence-là, ou les athlètes sont en mesure d'identifier ces violences-là pendant qu'ils les subissent? C'est une excellente question. C'est vraiment pas simple de répondre. Je pense que ça dépend de chaque personne. C'est souvent quand on a interrogé des athlètes victimes de violences sexuelles, par exemple, ces athlètes-là n'avaient pas du tout les outils pour être capables de réagir. Je ne sais pas si vous avez lu le témoignage de Geneviève Simard, l'une des victimes de Bertrand Charret en ski alpin, mais c'est ce qu'a dit un petit peu Geneviève, c'est qu'elle ne pouvait pas, elle n'était pas capable de s'affirmer devant l'entraîneur, elle n'avait pas les outils qu'il fallait. Je pense que c'est une question de savoir s'écouter, puis de savoir sentir ses propres limites. Moi, comme adulte, ayant étudié dans le domaine, là, étant thérapeute en relation d'aide, j'ai appris à faire ça étant adulte. Je pense, je peux parler juste pour moi. Étant adolescent, je ne pense pas que moi, j'aurais eu les outils pour ressentir ça, ou si j'avais ressenti ça, j'aurais pas eu, ça c'est certain, j'aurais pas eu les outils pour m'affirmer devant un entraîneur. Devant des pairs, peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend vraiment de la personne, puis d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'écouter. D'après moi, ça s'apprend vraiment avec le temps. Puis, c'est quelque chose qui se développe tout au long de la vie. Ça fait que j'ai tendance à dire que c'est difficile pour de jeunes athlètes, là, ceux qui ont répondu à l'étude. Là, Samuel, tu parlais des statistiques qu'on a présentées, là. Je pense que c'est difficile, puis que c'est pas, en tout cas, à eux, c'est pas eux qui sont responsables ou qui doivent être les seuls à porter ce fardeau-là de s'affirmer. Il faut que, comme structure, on les soutienne, qu'on prévienne ces gestes-là. C'est les adultes qui sont autour d'eux qui ont le devoir de les protéger, les jeunes. Puis, si je peux me permettre aussi d'ajouter,
Comme Jean-Baptiste l'a mentionné, c'est rare qu'un athlète, surtout quand ils sont plus jeunes, quand ils vivent une situation de violence, c'est rare qu'ils vont le comprendre puis le déceler. Par contre, souvent, ce qui ressort, c'est qu'ils vont avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe. Ils ne vont pas être capables de mettre le doigt dessus ou d'utiliser les bons mots. D'où l'importance, justement, comme Jean-Baptiste le dit, de les éduquer, d'avoir une organisation, une structure qui met de l'avant les définitions de violence pour que les jeunes athlètes, même les athlètes au niveau collégial, universitaire, puissent mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Puis, c'est ça. C'est super pertinent, Alexandra. Puis je vais juste compléter en disant que souvent, ce qui est observé chez les jeunes athlètes, c'est, comme tu le dis, Alexandra, c'est pas qu'ils s'expriment avec des mots. C'est un changement de comportement. Mm-hmm. Leur comportement change. On voit souvent de l'isolement. Puis comme intervenant, vous êtes probablement déjà à l'affût de ça, mais comme intervenant, vous n'êtes pas nécessairement sur le terrain. Donc, je pense que c'est vraiment important d'éduquer les parents à être attentifs, à l'affût, de poser des questions, d'être avenant. Tu sais, ça va-tu? Tu parles moins aujourd'hui. Tu sais, de faire des observations. Puis, le jeune, lui, ça va l'aider à s'exprimer, à mettre des mots. Puis, il va ressentir cette ouverture-là si on vient vers lui. Merci beaucoup à vous deux pour la réponse. Je vois que M. Jacques Gawette aurait une question. Je ne sais pas si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, c'est fait. Commentaire, question, en fait. Je comprends que la rencontre d'aujourd'hui portait sur plus le dénoncement et la réception de la plainte, puis les mécanismes qui peuvent tourner autour de ça. Dans la rencontre, Jean-Baptiste a fait allusion à certains reportages d'athlètes qui ont finalement dénoncé, mais plusieurs années plus tard, une fois qu'ils étaient des adultes matures, qui avaient enfin développé les capacités de s'exprimer, d'identifier clairement les choses. J'aimerais ça que le sujet soit peut-être encore plus abordé en profondeur, éventuellement, en ce qui concerne justement la violence qui est faite, mais qui n'est pas visible tellement auprès de l'entourage. Et les dénonciations qui ont eu lieu étaient beaucoup de la violence qui se faisait individuellement. L'entraîneur seul avec l'athlète. Et celle-là, elle est beaucoup plus difficile à dénoncer. Puis, il y a toute la violence ou les intimidations qui peuvent être faites et qui sont visibles par l'entourage, que ce soit par l'entraîneur adjoint, le parent, les athlètes, coéquipiers. Ce n'est pas du tout la même dynamique qui est présente dans ces situations-là. Moi, je travaille avec des étudiants qui ont 17-18 ans, puis des fois, c'est difficile pour eux d'identifier qu'ils sont fâchés, déçus, tristes. Ils ne savent pas pourquoi. Et pourtant, assez facilement, quand on fait le tour de leur semaine, on peut rapidement identifier « Ah, ben il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Mais le jeune n'est même pas en mesure de faire le lien entre les deux. Donc, imaginez comment ça peut être difficile de faire le lien entre un geste à caractère sexuel ou légèrement déplacé ou un commentaire subtil par ce même étudiant-là ou étudiante-là qui, dans le fond, peut peiner. Oui, tout à fait. Merci, Jacques, de l'intervention. C'est super pertinent. Puis, c'est en effet, malheureusement, souvent invisible. Ça fait que ça peut être très difficile d'intervenir. C'est d'autant plus important d'être à l'écoute et de mettre des mots dessus, mais comme vous le dites très bien, c'est parfois compliqué. Ça demande un accompagnement. Donc, je pense que ça serait en effet pertinent d'en savoir un petit peu plus sur ces sujets-là éventuellement pour une conférence future. Oui, vas-y, Alexandra. Ben, j'allais dire, je ne sais pas si c'est un bug de mon côté, mais j'ai l'impression, Jacques, que vous avez comme continué à parler, mais on n'entendait plus le son
Ouais, c'est ça, hein? Je sais OK, pas si OK, OK. Ouais, j'ai hésité moi aussi. Je m'en suis rendu compte moi-même que beaucoup plus tard, avant que j'aie un message sur l'écran qui me disait que mon Internet était de moins bonne qualité. C'est pas grave. Je vois que le temps avance, puis je veux pas je veux pas prendre trop de place, mais c'est que j'aimerais qu'on puisse s'attaquer, tu l'as nommé, là, le niveau de tolérance, il est très variable d'un milieu à l'autre. Il est très variable en fonction de si je suis dans un contexte où je suis en train de m'entraîner ou si je suis en train de compétitionner. Si je suis en train de compétitionner puis je suis à des championnats canadiens, je vais peut-être tolérer pas mal plus comme mes coéquipiers me bardassent de peur qu'on retire un des athlètes puis qu'on dise hey, il a manqué un championnat canadien. Alors que si c'est une compétition de plus faible niveau, les enjeux sont moins grands. Est-ce qu'il s'agit d'un camp d'entraînement où là, il y a plus de proximité entre les athlètes et qu'il n'y a pas toujours un adulte qui est présent? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une initiation? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un niveau d'élitisme qui est très, très élevé? Est-ce que dans ce sport-là, les athlètes se retrouvent ou non dans un vestiaire? Est-ce qu'ils se retrouvent ou non nus ou pas? Toutes ces variables-là ont une incidence importante sur les risques. On vous a encore perdu, Jacques. Ouais. J'ai l'impression. OK, ben oui. En fait, je suis évidemment entièrement d'accord avec ce que vous dites. Puis le contexte est très variable, puis d'être capable de bien analyser ce contexte-là a un énorme impact sur l'intervention qu'on peut faire avec le jeune. Ben, super, merci pour ces interventions-là. On a le temps pour peut-être une dernière question. Je vois qu'Alexandra t'a répondu à la petite question sur le chat. Parfait, merci. Puis, ben, peut-être, Jean-Baptiste, si tu peux nous parler tu nous as mentionné plus tôt là, le fait que le sport, c'est un petit milieu, que il y a quand même un contexte particulier à vouloir parler, que ça peut rendre complexe. J'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu plus du lien entre l'entraîneur et l'athlète, puis comment ce type de lien-là peut peut-être des fois amener une certaine barrière qui va être important de comprendre pour un intervenant. Oui, ben en fait, oui, ça amène une barrière, en effet, parce que c'est un lien. C'est un lien très fort. Souvent, l'entraîneur a énormément d'influence sur l'athlète, hein, c'est bien documenté. Et puis, c'est une influence souvent très positive. Donc, quand ce lien-là est créé, puis qu'il commence à y avoir des gestes déplacés, euh, il y a un doute qui peut s'installer dans la tête de l'athlète, mais aussi une réticence, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons dans cette relation-là. Ce qui est particulier aussi, ben, c'est évidemment que c'est une relation d'autorité. Donc, évidemment, l'athlète peut se voir en dessous de l'entraîneur et donc, juste à cause de ça, peut avoir peur de dénoncer un entraîneur qui a des comportements inappropriés. On pourrait en parler longtemps hein, de ça, là, mais en effet, c'est probablement une des relations dans laquelle les athlètes ont le plus peur de dénoncer. Puis, comme Jacques le disait aussi, souvent c'est dans l'invisible que ça se passe, hein, c'est derrière les rideaux. Puis les abuseurs ont des stratégies pour gagner la confiance, pour éviter que l'athlète dénonce. Donc, c'est toutes des choses qui font que ça devient compliqué pour l'athlète de passer à l'acte puis de vraiment dénoncer. Super, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Le temps file tranquillement, donc je vous proposerais qu'on prenne une pause. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour cette première partie de présentation. Merci beaucoup à toi. Puis, je vous propose de prendre une petite pause, de revenir à 10h32. J'aime la précision dans la vie. Donc, on se revoit dans 10 minutes. Prenez le temps de bouger un peu, puis on revient pour une présentation avec Alexandra. Merci.
Alors, donc, on va commencer la deuxième partie, qu'on va rentrer un peu plus dans les détails du processus de plainte dans le milieu sportif. Je vais laisser la parole à Alexandra, que je vous ai présentée un peu plus tôt. Super, merci Samuel. Donc, bonjour officiellement à tout le monde. C'est à mon tour de faire la présentation. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de rendre ça dynamique le plus possible. On est quand même à la deuxième partie. Puis, je vais vous parler de la politique, du processus de plainte. Donc, je vais essayer que ça soit super clair, super précis pour vous qui ne connaissez peut-être pas la politique. Donc, je vais vous partager mon écran. Parfait. Donc, vous voyez bien. Excellent. Je vais enlever ça. Super. Donc, le processus de plainte, comment accompagner les athlètes. Donc, voici un petit plan de la présentation. Je vais débuter avec les objectifs de la présentation. Ensuite, je vais vous présenter de façon générale la politique d'intégrité. Par après, je vais continuer avec le processus de plainte. Je vais vous présenter c'est quoi les freins qui peuvent mener un athlète à ne pas porter plainte. Puis, je vais vous présenter quelques conseils des comportements à privilégier en tant qu'intervenant psychosocial. Puis, je vais terminer avec une conclusion. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat vos questions. Encore une fois, on va répondre à la fin. Je comprends, puis je suis consciente qu'il y a des éléments parfois qui peuvent ne pas être clairs ou plus complexes à comprendre. Fait qu'on va essayer le plus possible d'y répondre à la fin. Donc, les objectifs de la présentation. Tout d'abord, ça va être de comprendre de façon générale en quoi consiste la politique d'intégrité. Par la suite, on va décortiquer ensemble le processus de plainte. On va connaître c'est quoi les freins, donc les possibles freins qui poussent un athlète à ne pas porter plainte. Puis, on va terminer avec comprendre son rôle à travers le processus de plainte et l'accompagnement des athlètes en tant qu'intervenant psychosocial. Donc, la politique d'intégrité a plusieurs objectifs. Je ne vais pas vous les lire mot pour mot, mais j'ai mis en gras les éléments les plus importants. Donc, en fait, tout d'abord, la politique d'intégrité, elle sert à sensibiliser toutes les personnes qui sont dans le milieu sportif que, en fait, toute forme de violence, que ce soit des abus, du harcèlement, de la négligence, violence physique, psychologique ou sexuelle, que ce n'est pas toléré. Puis la politique d'intégrité, comme Jean-Baptiste l'a dit tantôt, elle a été adoptée, elle a été approuvée par toutes les fédérations sportives du Québec. Donc, toutes les fédérations doivent suivre cette politique-là. Également, par rapport à ça, la politique, vous pouvez la retrouver si vous êtes intéressé à la lire plus en profondeur sur justement le site de la politique. Là, je vais vous montrer tantôt une capture d'écran de ça vous mène où quand vous pèsez sur le bouton « Je porte plainte », mais vous allez pouvoir trouver le document PDF de la politique. Donc, ensuite, la politique, elle sert à prendre les moyens raisonnables pour offrir un milieu sain et sécuritaire pour tous les gens qui œuvrent et qui gravitent dans le milieu sportif. Par après, elle sert à instaurer des mesures qui favorisent le respect de l'intégrité physique, psychologique, sexuelle des personnes qui évoluent dans le milieu. Elle favorise également la dénonciation parce que, comme on l'a vu, c'est pas toujours facile de dénoncer, de faire un dévoilement de sa situation en contexte sportif, mais cette politique-là vise à mettre de l'avant qu'on dénonce les comportements qui nous sont faits, en fait, en tant que victimes. Par après, elle donne accès à un processus formel de traitement des plaintes. Puis ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en profondeur plus tard dans la présentation, mais ça donne un chemin à suivre quand un athlète est victime d'une situation de violence qui est beaucoup plus formelle. Puis, l'objectif de la politique, c'est vraiment de faire cesser les comportements d'abus. Donc, il y a quelques généralités. Tout d'abord, la politique, elle s'applique à toutes les personnes impliquées dans le milieu. Donc, tous les membres d'une fédération, que ce soit les athlètes, les parents, les entraîneurs, toutes ces personnes-là qui gravitent et qui sont membres de la fédération doivent suivre, en fait, ce que la politique met de l'avant. Puis, ça m'amène à vous dire aussi que la politique commence avec les objectifs, les généralités, le processus de plainte, mais elle se termine avec des codes de conduite.
il y a des codes de conduite pour les entraîneurs, pour les athlètes, pour les administrateurs, pour les officiels aussi, puis je pense même pour les parents. Donc, ces codes de conduite-là peuvent vous servir de référence, par exemple, quand un athlète vient dans votre bureau et vous parle d'une situation. Si vous n'êtes pas sûr, là, tantôt on a parlé de zone grise, si vous n'êtes pas certain qu'un comportement est de la violence ou pas, vous pouvez vous référer au code de conduite de l'entraîneur, par exemple, puis voir est-ce que ce comportement-là figure dans la liste du code de conduite. Et sinon, ben là, ça peut vous mettre une petite puce à l'oreille de OK, il y a peut-être quelque chose de pas normal qui se passe dans le milieu. Ensuite, la politique ne vise pas les cas d'abus, de harcèlement, de violence entre les employés d'une école, par exemple, ou d'une fédération. Fait que là, c'est ça. Si c'est 2 employés, par exemple, 2 entraîneurs ou un intervenant d'une école avec un entraîneur, ben là, ça va plus aller... ça va être en fonction de votre politique de l'établissement que vous travaillez. Ensuite, les situations peuvent survenir dans n'importe quelle activité. Donc, les situations de violence n'ont pas besoin d'avoir lieu dans le contexte sportif. Par exemple, en compétition, là, moi, je suis entraîneur de basketball, fait que je vais vous donner des exemples plus en basket. Mais quand il y a une action de violence qui se produit sur le terrain, par exemple, dans un tournoi, bien, il y a des arbitres qui sont là. Donc, les arbitres doivent automatiquement signaler et faire un rapport d'incident. Et ça va aller à la fédération. Donc, ce n'est pas ces situations-là en tant que telles qui doivent aller à un processus de plainte. Oui, il y a une plainte qui peut être formée pour une situation en contexte de tournoi, mais généralement, ça va être des situations qui ont lieu en dehors de ces contextes-là, comme par exemple à des entraînements où il n'y a pas d'autres superviseurs. Ça peut être dans un party d'équipe, ça peut être dans les vestiaires. Donc, les athlètes entre eux aussi, là, tu peux porter, en tant qu'athlète, tu peux porter plainte contre un autre athlète aussi. Donc, c'est pour vraiment n'importe quelle activité qui a lieu avec les membres. Par la suite, la politique d'intégrité a préséance sur toutes les autres politiques de la fédération ou du club. Donc, peut-être en tant qu'école, vous avez des politiques pour le contexte sportif, mais la politique d'intégrité, là, elle a préséance, donc c'est ça qui va primer par-dessus l'autre politique de votre école. La politique lie tous les membres de la fédération et comme je l'ai dit tantôt, ben, le but de la politique, là, c'est vraiment de mettre fin à un comportement et que le comportement ne se reproduise pas dans un autre milieu non plus. Oh. Il y a une main levée. Est-ce que j'apprends tout de suite? Oui, tu peux. C'est toi qui vois, Alexandre. Oui, ben go, allez-y. Oui, ben c'est ça, je me demandais si c'était un bon moment aussi, si tu préférais attendre. Là. En fait, de mon côté, je suis sexologue dans un cégep et intervenante. Je suis répondante pour la politique VAX que vous devez connaître. En fait, on a dans nos établissements cette politique sur les violences à caractère sexuel. Là où je me questionnais, c'est comment arrimer, parce que là, quand j'entends, moi, préséance sur toute autre politique, ben nous, on a notre politique qui est liée à une loi aussi. Donc, je voulais un petit peu savoir peut-être votre avis là-dessus. Est-ce que dans ces cas-là, ben, les gens font, oui, une demande, nous, parce que nous aussi, on a un processus similaire en termes de signalement, dévoilement, accommodement, plainte, etc., que votre politique d'intégrité, pardon. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on suggère de faire aussi une démarche au niveau de la politique d'intégrité? Bref, je voulais un petit peu avoir un topo là-dessus, soit maintenant ou plus tard, peu importe, là, mais... Ben, je vais répondre tout de suite, ça va être fait. C'est vraiment une excellente question. Ma réponse serait que, en fait, la politique, c'est par exemple, la politique VAX, c'est vraiment par rapport au cégep, donc à l'établissement scolaire. La politique d'intégrité va vraiment être spécifique au contexte sportif. Donc, par exemple, si un événement se produit en pratique, en entraînement, qui a lieu dans le cégep, bien, j'aurais tendance à vous dire justement qu'une plainte peut être faite auprès de l'officier aux plaintes, mais une plainte peut également être faite à l'aide de la politique. Je ne pense pas qu'il peut y avoir trop de plaintes de fait là, dans une situation comme ça, mais c'est une excellente question. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire justement d'y aller pour les deux mécanismes. En fait, la politique d'intégrité, comme je l'ai dit, ça a le préséance sur
Si vous aviez une autre politique pour le contexte sportif du cégep, bien là, la politique d'intégrité prendrait le dessus sur celle-ci. Mais là, vu que la politique VAC, c'est vraiment par rapport aux actes de violence sexuelle, puis que c'est général au cégep, bien moi, je prendrais les deux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, puis tu sais, c'est pour ça qu'il y a quand même des similarités parce que tu nommais en contexte si c'est dans les murs du cégep, mais nous aussi, notre politique, c'est pas juste dans les murs du cégep, c'est aussi dans des activités sociales ou des activités extérieures organisées, par exemple, comme vous nommez une partie de Noël, fin de session, etc. Ça rentre aussi dans ce cadre-là, mais à ce moment-là, ce que j'entends, puis ça fait bien du sens aussi, là, d'y aller peut-être dans les deux branches, là. Parfait. Exactement. Puis ça reste aussi que vous travaillez auprès d'étudiants athlètes qui ont les deux rôles, donc autant scolaire que sportif. Donc oui, j'irai comme ça. Parfait, merci. Merci à vous pour la question, c'était super pertinent. Donc, cette diapo-là, on l'a vu un petit peu avec Jean-Baptiste, donc je vais faire ça rapidement. Témoin direct. Donc, l'obligation de dénoncer en tant que témoin direct, vous êtes obligé de dénoncer, que la victime soit mineure ou majeure. Là, j'ai vu tantôt aussi qu'il y avait des gens qui évoluaient plus en contexte d'école secondaire. Donc là, vous fréquentez plus des gens mineurs. Tandis que collégial, universitaire, oui, il y a quelques étudiants athlètes qui ont 17 ans, mais la majorité vont être majeurs. Si vous êtes témoin direct d'une situation, vous devez dénoncer à l'officier ou plainte toute situation d'abus, d'harcèlement à caractère sexuel, mais aussi à caractère physique et psychologique. Donc, caractère autre que sexuel. La violence physique et psychologique est considérée selon la politique comme étant une violence à caractère autre que sexuel. Dans votre situation, cependant, vous allez probablement plus être amené à être des témoins indirects de situation, à moins que vous soyez un intervenant psychosocial qui se promène beaucoup dans le cégep ou dans l'école, qui fréquente des entraînements. J'aurais tendance à croire que c'est peut-être moins fréquent. Donc, en cas étant témoin indirect, voici un peu plus les démarches que vous devez faire. Si la victime est mineure, évidemment, vous êtes obligé de dénoncer, comme Jean-Baptiste en a parlé tantôt là, à la DPJ. Puis comme j'ai répondu à la question, c'est pas à nous, en tant qu'intervenant ou en tant que je sais pas, responsable en administration dans le cégep ou dans l'école secondaire, en tant que témoin, c'est pas à nous de juger si la situation mérite un signalement ou pas. C'est notre devoir en tant que citoyen, en fait, de faire le signalement. Donc, aller de l'avant avec ça, comme je l'ai dit tantôt. Puis là, si la victime est majeure, en fait, c'est là que c'est un peu plus nuancé. Si vous êtes un témoin indirect, donc qu'un athlète vient dans votre bureau puis vous parle d'une situation, c'est là que ça va être important de connaître les intentions de la victime. Donc, est-ce que l'athlète venait seulement vous vider son sac pour en parler à quelqu'un parce qu'il n'y avait personne d'autre à qui en parler? Puis, il veut s'arrêter là, puis il ne veut pas aller plus loin. Ou est-ce que l'athlète est indécis? Est-ce que l'athlète est incertain des démarches à suivre? Parce qu'en fait, il ne connaît peut-être pas que la politique existe, mais il aimerait ça avoir recours à quelque chose. Puis souvent, peut-être que l'athlète, lui, il va automatiquement penser à, OK, cours criminel ou cours civil, puis là, ça va lui faire super peur. Je vais démystifier aussi avec vous le fait que la politique d'intégrité, le processus des plaintes, c'est pas comme un processus de justice criminelle ou civile, comme on peut le voir dans les films, par exemple, ou à la télé. Là, je vais vous expliquer tantôt un peu plus comment ça fonctionne. Mais c'est important de connaître justement les intentions de la victime, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut faire. Puis c'est là que c'est important, en fait, de connaître que la politique existe. Vous n'avez pas besoin d'être expert de la politique, mais simplement d'être au courant qu'elle est mise en place et qu'elle est possible pour les athlètes. Bien, ça peut l'aider, l'athlète, à avoir une idée plus claire de quoi faire s'il vit une situation dans son sport. Ensuite, l'informer des options et des ressources qui s'offrent à elle. C'est sûr que le processus de plainte, on est vraiment dans les méthodes formelles. Là, il n'y a pas plus formel que de déposer une plainte contre un entraîneur ou contre un autre athlète. Mais il y a plusieurs méthodes informelles qui peuvent être faites avant. Jean-Baptiste l'a un petit peu abordé. Puis ça dépend vraiment de la gravité des gestes, là, comme on a vu sur le continuum. Là, les comportements qui sont un petit peu plus à droite, donc tout ce qui est comme commentaires déplacés,
ou harcèlement, ben, ces événements-là, on peut utiliser des méthodes informelles si l'athlète est à l'aise. Donc, vous pouvez proposer à l'athlète justement de faire une rencontre avec son entraîneur s'il est à l'aise pour lui expliquer la situation, pour lui expliquer les malaises qu'il vit aussi. Par contre, ça se peut que l'athlète refuse aussi puis que pour lui, ça ne fonctionne pas. C'est là que les méthodes formelles peuvent prendre le dessus. Puis, par après, ben, c'est de respecter son rythme, c'est de redonner le pouvoir d'agir à la victime. Fait que c'est vraiment l'athlète majeur qui va décider qu'est-ce qu'il veut faire. Puis, j'ai des collègues sur la ligne d'écoute qui trouvaient ça super difficile au début parce que il y avait des athlètes qui les appelaient pour se confier justement sur des situations de violence qu'ils vivaient dans leur sport. Puis, les intervenants, tu sais, on veut tellement les aider, ces athlètes-là, on essaie de leur proposer tout plein de conseils, des pistes de solutions. Puis, l'athlète disait comme, ben non, moi, je veux garder ma confidentialité, j'ai pas le goût d'aller de l'avant avec ça. Mais c'est ça, c'est qu'il faut respecter son rythme, puis c'est de comprendre justement qu'il y a des freins, comme je vais vous présenter tantôt, qui poussent les athlètes à ne pas dénoncer. Donc, l'officier aux plaintes, c'est là qu'on arrive un petit peu plus dans le processus de plainte, le processus formel. Donc, la création de l'officier indépendant de gestion des plaintes, comme Jean-Baptiste l'a mentionné, là, c'est vraiment important de le savoir, l'officier aux plaintes, c'est complètement indépendant de toute fédération, de tout club. C'est aussi indépendant de Sportaid. Donc, c'est deux entités complètement indépendantes, différentes, qui n'interagissent pas les unes entre les autres. Donc, chez Sportaid, là, on n'a aucune décision à prendre par rapport aux plaintes qui sont faites. On n'a pas notre mot à dire. Puis ça, parfois, il y a comme des gens qui pensent que justement, nous, on a affaire avec l'officier aux plaintes ou qu'on travaille de pair avec eux, mais ce n'est pas du tout le cas. Puis ça a été créé pour venir contrer les obstacles courants à la dénonciation. Donc, en fait, avant que la politique ait été mise sur pied puis que l'officier aux plaintes naisse, ben, sur la ligne d'écoute, qu'est-ce qu'on disait aux athlètes? C'était d'aller voir leur CA, par exemple. Mais là, l'athlète répondait, ben là, mon entraîneur, son meilleur ami, c'est le secrétaire dans le CA, ou mon entraîneur siège sur le CA. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Puis là, il n'y avait comme pas vraiment de recours ou de solution autre. D'où, en fait, la création de l'officier aux plaintes. Donc, on reprend un peu, on a la politique. C'est qui un peu le responsable de cette politique-là? Ben, c'est l'officier aux plaintes, ou alias. C'est comme son surnom, là, alias, c'est la plateforme sur laquelle on va tomber quand on pèse sur le bouton « Je porte plainte ». Donc, l'officier aux plaintes, c'est quoi son rôle? Bien, lui, c'est lui qui va recevoir les plaintes d'abus, de harcèlement, de négligence et de violence. Puis, c'est lui aussi qui va juger la recevabilité de la plainte. Donc, c'est lui qui va dire, OK, cette plainte est jugée comme étant recevable et cette plainte ne l'est pas. Petite parenthèse, si la plainte n'est pas jugée recevable, le plaignant ne sera pas laissé à lui-même. L'officier aux plaintes va faire des démarches quand même, puis va proposer des ressources ou va le référer à des organismes pour l'aider à sa situation. Donc, la personne va quand même être accompagnée pour la suite. Par contre, il n'y aura pas un processus d'audition qui va être déclenché. Ensuite, on a le comité de protection de l'intégrité. Donc, une fois qu'une plainte est jugée recevable, il y a un comité de protection de l'intégrité qui va être formé. Donc, c'est composé de 3 personnes qui sont, encore une fois, indépendantes au contexte sportif, qui ont des spécialisations dans toutes sortes de domaines. Parfois, on a des avocats, justement, ou d'autres gens qui sont peut-être plus un peu spécialisés en droit. Puis ce comité-là, en fait, comme je l'ai dit, composé de 3 personnes, ben, son but, c'est de procéder au traitement de la plainte à l'aide d'une procédure d'audition qui est indépendante et impartiale. Puis, c'est aussi le comité, par la suite, qui va émettre des recommandations sur la situation. Donc, jusque-là, ça va bien. Ensuite, on a Sportaid dans tout ça. Comme je l'ai dit tantôt, on a le comité, on a l'officier des plaintes, on a le comité de protection de l'intégrité, puis de l'autre côté, on a Sportaid. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire chez Sportaid? Bien, c'est de soutenir une personne qui vit une situation de violence dans son sport. Donc,
on peut justement, mettons, un athlète vit une situation de violence dans son sport, il nous appelle, il ne sait pas trop quoi faire. Bien, nous, on peut justement le guider vers le processus de plainte. Sinon, on peut simplement l'écouter. C'est comme la présumée victime le désire. Mais on peut aussi accompagner l'athlète à porter plainte à l'aide de l'officier aux plaintes. On peut aussi répondre à la personne mise en cause. Donc, par exemple, un entraîneur reçoit une plainte, ça va également le rendre, probablement qu'il ne va pas s'en attendre, il ne saura pas quoi faire parce qu'il ne va pas connaître le processus. Nous, on répond également aux personnes mises en cause dans ce processus-là. Donc, on leur explique un peu c'est quoi le processus d'audition, c'est quoi ses droits aussi, parce que le présumé auteur, là, dans le fond, des actes, bien, il y a aussi le droit d'être entendu à travers ce processus-là, comme je vais vous l'expliquer tantôt. Donc, nous, Sportaid, c'est ça, on aide les deux parties, mais ce n'est pas nous qui allons accompagner la personne à son processus d'audition. Ce n'est pas nous non plus qui va l'aider à tout élaborer ses arguments ou des choses comme ça. Nous, on est là comme en soutien, puis pour l'écouter. Donc, si vous cliquez sur le bouton bleu « Je porte plainte », comme on l'a vu ici, vous arrivez sur cette plateforme-là. Donc, alias, comme je l'ai dit, ou l'officier aux plaintes. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, là, mais en bleu ici, vous voyez « Politique, règles et procédures ». Bien, si vous cliquez là-dessus, là, vous allez avoir le PDF de la politique. Puis là, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, il y a quel est le sujet de votre plainte. Donc, il y a deux types. Le premier type, c'est à caractère autre que sexuel. Donc, si c'est de la violence psychologique ou physique, bien, vous cliquez là-dessus. Je dois faire une petite parenthèse ici. Il y a un délai de 120 jours qui est appliqué pour ce type de violence-là. Donc, si c'est un événement qui est arrivé, par exemple, il y a 2 ans, il y a quand même peu de chances que la plainte soit retenue si c'est de la violence physique ou psychologique. Par contre, l'officier aux plaintes a quand même un pouvoir discrétionnaire, donc on conseille quand même aux athlètes de porter plainte en l'informant qu'il y a quand même des chances que la plainte ne soit pas retenue. Mais comme je l'ai dit, l'officier aux plaintes peut quand même juger que ça vaut la peine de pousser plus loin, donc peut recevoir la plainte et juger justement qu'elle est recevable, mais il y a quand même un délai de 120 jours. Sinon, à caractère sexuel, ben là, il n'y a pas de délai, donc ça peut être arrivé il y a plusieurs années, c'est pas grave, l'athlète peut quand même porter plainte. Donc, quand vous cliquez justement sur ces petits liens-là en bas, ça vous amène à un formulaire à 13 questions. Là-dedans, il y a seulement 5 éléments obligatoires. Donc, ça, c'est vraiment le formulaire de départ de base. Il y a 5 éléments obligatoires. Puis, l'identification du plaignant n'est pas obligatoire à ce moment-là. Donc, parfois, là, ce qui peut freiner justement le fait qu'un athlète porte plainte, c'est le bris de confidentialité, le bris d'anonymat. Au début, à ce moment-là, l'athlète n'est pas obligé de s'identifier. Puis ça, c'est important de lui mentionner parce que ça se peut que ça lui fasse changer d'idée. Par contre, si la plainte est jugée recevable, bien là, l'officier aux plaintes, à l'aide d'un accès bidirectionnel, va pouvoir recommuniquer avec cette personne-là, puis lui dire, bien là, si ta plainte est jugée recevable, si toi, tu veux aller de l'avant puis poursuivre les démarches, bien, il faut que tu me dises c'est quoi ton identité. Là, ça, c'est le processus de justice naturelle. Évidemment, il faut lever la confidentialité à un certain moment, mais au début, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'est un formulaire que vous pouvez justement aider les athlètes à compléter si vous le souhaitez, si l'athlète aussi le désire au début. Nous, chez Sportaid aussi, on peut le compléter avec eux. Par contre, on ne peut pas le faire pour eux. Puis encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, là, en tant que témoin direct, vous ne pouvez pas le faire à leur place non plus. Il faut être vraiment témoin direct de la situation. Là, comme vous le voyez, là, j'en ai été témoin ou j'en suis encore témoin. Donc voilà, ça va bien encore jusque-là. Parfait, je vais regarder l'heure. OK, 11 heures, excellent. Donc là, on arrive au petit bout un peu plus crunchy, le processus de plainte qui est un peu plus complexe aussi. Donc, une fois que la plainte est jugée recevable, le président du comité, composé de 3 personnes, va faire parvenir aux parties un avis d'audition.
au moins 20 jours avant la tenue de l'audition. Donc, en fait, l'avis doit obligatoirement comprendre c'est quoi les motifs, c'est quoi les comportements qui sont mis en cause auprès de la personne. Donc, pourquoi la personne est appelée en processus d'audition. Le comité peut siéger partout au Québec. Comme je l'ai dit tantôt, là, c'est une politique provinciale, donc peu importe la région, il n'y a pas de problème. Puis, le comité peut tenir l'audition par Zoom, visioconférence au besoin. Donc, les parties, évidemment, doivent être présentes et apporter les documents. Et il y a également des témoins qui peuvent être présents si l'auteur présumé le désire, si la victime ou le plaignant le désire aussi. Si l'auteur présumé est absent, parce que ça arrive parfois, le comité va prendre une décision seulement en fonction de ce que la victime va dire. Fait que seulement ce qui va lui avoir été présenté. Ensuite, les parties peuvent être accompagnées. Donc, comme je l'ai dit, chaque partie peut être accompagnée d'un témoin. La victime peut être accompagnée de son parent. Les parties peuvent également demander à des avocats d'être présents. Et là, je fais un astérix, c'est vraiment important. Les avocats ne pourront pas prendre la parole ou défendre l'auteur mis en cause, par exemple. Il va pouvoir poser des questions, par exemple, à la personne en lui demandant peux-tu clarifier tel événement, mais il ne pourra pas poser des questions à la victime. Ou, mettons que la victime a un avocat aussi, l'avocat ne pourra pas poser des questions à la partie adverse non plus. Donc, les avocats, ça, c'est ce qui est différent du processus judiciaire, criminel ou civil, là. Les avocats ne peuvent pas interagir entre eux et ils ne peuvent pas poser des questions aux parties adverses. Ils peuvent seulement poser des questions à leurs clients, mais ce n'est pas obligatoire parce que c'est la victime ou le plaignant, puis c'est l'auteur présumé qui vont présenter leurs faits, leur défense. Donc, l'audition est à huis clos. C'est la victime ou le plaignant qui est entendu en premier, puis qui présente sa position, les faits. Donc là, c'est un autre point important. La victime ou le plaignant doit vraiment présenter des faits et non des perceptions ou une évaluation de la situation. Ensuite, l'auteur présumé est entendu, puis il va présenter sa défense. Puis ça, c'est comme je vous disais tantôt, là, dans ce processus-là, ce n'est pas hors de tout doute raisonnable, comme au processus judiciaire, criminel ou civil. C'est la prépondérance des probabilités. Fait qu'en fait, on entend les deux parties, puis à la fin, c'est le comité qui pose des questions aux deux parties s'il y a des éléments qui sont moins clairs ou s'ils jugent qu'ils ont besoin de clarification. Donc ça, c'est comment que ça fonctionne, le processus de plainte. Et plutôt le processus d'audition, je dirais. Donc là, une fois que l'audition est terminée, le comité peut accueillir ou rejeter la plainte. Donc, dire, OK, c'est bon, on décide que l'entraîneur, par exemple, la plainte contre lui est recevable. Et là, on doit émettre des recommandations à la fédération. Donc, le comité a 20 jours pour transmettre sa recommandation ou ses recommandations à la fédération. Par la suite, c'est la fédération qui doit entériner la recommandation. La fédération a 10 jours pour entériner la recommandation. Les recommandations, là, ça varie. Là, ça peut aller à la suspension d'un entraîneur, ça peut aller, par exemple, on oblige l'entraîneur à suivre des formations, l'entraîneur ne peut plus se retrouver en contact avec tel athlète. Fait que, c'est super large, il peut y avoir des amendes aussi. Donc, ça, c'est les recommandations qui peuvent être émises. Donc là, c'est ça, la fédération a 10 jours. Puis, ensuite, une fois que la fédération a entériné la décision, le comité a 5 jours pour transmettre tout ça aux deux parties. Les décisions du comité sont finales et sans appel. Puis, évidemment, tout reste confidentiel. Donc là, c'est sûr que le CA, par exemple, la fédération va être au courant parce qu'ils vont recevoir les recommandations. Mais autrement, toute la situation, tout le processus d'audition reste confidentiel. Puis voilà. Donc, les freins à porter plainte en tant qu'athlète.
Il y en a plusieurs, je ne les ai pas toutes mis, mais ça, c'est les principaux. Bien, tout d'abord, la peur des représailles. Évidemment, un athlète peut avoir peur que son entraîneur soit au courant qu'il porte plainte. Donc là, si mon entraîneur est au courant, peut-être que ça va augmenter ses comportements. Peut-être qu'il va arrêter de me faire compétitionner. Peut-être qu'il va arrêter de me donner des conseils. Ma carrière d'athlète va être terminée. Fait que, c'est tout plein de choses qui peuvent freiner un athlète à porter plainte. Ensuite, l'athlète côtoie l'entraîneur ou l'athlète, parce que là, je parle beaucoup d'entraîneur envers athlète, mais comme je l'ai dit tantôt, là, un athlète peut porter plainte aussi envers un autre athlète. Donc, l'athlète côtoie l'entraîneur ou continue d'évoluer dans le même environnement sportif que lui. Donc, si tu vois ton entraîneur à tous les jours, ben justement, tu peux avoir peur qu'il finisse par le savoir. Ou si c'est ton entraîneur l'année prochaine ça va être encore le même, ben, tu peux avoir peur de porter plainte en te disant, ben là, ça va vraiment freiner ma carrière, ça va la nuire, donc ça ne vaut pas la peine que je fasse ça, je vais continuer d'endurer la violence que je subis. Ensuite, procédure ou politique inconnue. Bon, ben c'est ça, en fait. Il y a très, très peu d'athlètes qui connaissent que la politique d'intégrité existe. Donc, ils ne savent pas trop comment le processus fonctionne. Ils ne savent pas c'est quoi leurs droits. Ils ne savent pas c'est quoi les procédures que ça peut engendrer. Fait que, vu qu'ils ne connaissent pas, ben, ils ne vont pas aller de l'avant avec la plainte. D'où, en fait, votre rôle. Juste le fait d'être au courant que ça existe, ben, vous pouvez les guider vers cette politique-là et les outiller. Ensuite, les athlètes peuvent avoir peur d'une mauvaise gestion du traitement de la plainte ou d'un conflit ou des conflits d'intérêts. Donc, encore une fois, s'ils ne sont pas au courant que c'est un comité indépendant qui gère les plaintes, ben, ils pourraient penser justement que c'est le CA de la Fédé qui gère ça. Donc, si le CA a un ami, ben, si le CA comprend un ami de l'entraîneur ou un collègue, ben là, il pourrait avoir peur que là, ça se parle entre-temps puis qu'ils finissent par être au courant avant le processus d'audition, par exemple. Donc, ça peut être une peur légitime pour les athlètes. Sinon, la peur d'être perçu comme un trouble fait ou d'une personne qui se plaint pour rien. Par exemple, un athlète qui vit une situation de violence, peut-être que c'est le seul dans son équipe puis que l'entraîneur ne fait pas ça aux autres. Fait que là, un athlète qui vient porter plainte à l'entraîneur, ben, l'entraîneur, il peut avoir des conséquences ou des recommandations émises. Puis là, c'est comme, les autres athlètes de mon équipe pourraient se tourner contre moi parce que là, moi, je leur fais perdre l'entraîneur qui est super bon, qui nous amène à des hautes performances. Fait que là, c'est comme de ma faute, tout ça. Fait que là, se mettre la faute sur eux-mêmes ou considérer justement que ils viennent tout briser la saison. Ou sinon, qui se plaint pour rien. « Ah, franchement, t'es bien trop sensible, c'est pas si pire ce que tu vis, c'est vraiment pas grave, t'es pas fait fort, t'es pas de calibre élite si t'es pas capable d'endurer ça. » Ça, là, c'est le genre de phrase qu'on peut entendre à répétition. Comme Jean-Baptiste l'a dit là, tantôt, là, c'est vraiment des spécificités au contexte sportif, mais c'est pas des phrases rares qu'on entend. Là, fait tous ces éléments-là, ça peut venir freiner un athlète à porter plainte. Et ensuite, l'aura de l'entraîneur et de l'athlète dans son organisation. Il y a certains entraîneurs, là, ils peuvent être quasiment considérés comme des dieux là, dans leur fédération, dans leur organisation. C'est comme, ils possèdent le secret absolu des performances. Tout le monde le respecte. Ah, il est donc bien bon. Il connaît tout. Puis souvent, ça peut venir freiner justement un athlète parce qu'il se dit, crime, est-ce que c'est moi qui a tort dans cette situation-là? Si tout le monde l'aime tellement, pourquoi moi, je vis telle chose puis je trouve que c'est pas correct? Et même chose pour un athlète, tu sais, par exemple, si c'est le capitaine de l'équipe qui vient faire ces gestes-là, les autres membres de l'équipe, ils respectent beaucoup le capitaine, ils le voient comme un modèle, ils l'idolâtrent quasiment. Fait que, tu sais, ça peut être une situation super difficile pour un athlète, justement, quand tu as autant de pouvoir, si je peux dire, dans une équipe ou dans une organisation sportive. Donc, voici des petits comportements, des conseils de comportement à privilégier en tant qu'intervenant psychosocial, puis c'est spécifique à cette situation-là. Parce que, comme Jean-Baptiste l'a dit, vous êtes des intervenants psychosociaux, j'ai aucun doute que
Vous possédez tout plein d'habiletés relationnelles super adéquates. Mais tu sais, on n'est pas confronté à tous les jours là, à des athlètes qui viennent se confier, qui viennent faire un signalement, un dévoilement d'une situation de violence. Fait que des petits comportements privilégiés, si un athlète justement vient vous confier une situation, ben tout d'abord, c'est d'accueillir son témoignage, donc avec toutes les habiletés que vous avez d'empathie, d'écoute active, donc d'accueillir son témoignage. Et là, c'est de l'informer justement sur la politique. Donc, sur la présentation que je viens de vous faire, là, pas obligé de lui montrer le PowerPoint puis de dire « Hey, telle affaire », mais tu sais, juste de dire « Hey, mais savais-tu qu'il y a des ressources puis il y a une politique qui peut t'aider dans cette situation-là? » Et de le renseigner sur les étapes principales du processus de plainte. Donc, en fait, c'est de démystifier, comme je l'ai dit tantôt, puis de lui dire « Là, oublie un peu tout ce que tu connais ou tout ce que tu penses de la justice criminelle, civile. » C'est pas tout à fait ça, tu sais. Fait que c'est de le renseigner sur les étapes principales de, une fois que tu fais une plainte puis que c'est jugé recevable, qu'est-ce qui peut se passer? Et c'est d'accepter la décision de l'athlète et de démontrer votre soutien. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être frustrant en tant qu'intervenant, un athlète qui décide de ne rien faire. Mais c'est d'accepter ça, puis de lui démontrer votre soutien, puis de dire, si tu veux revenir m'en parler, ma porte est ouverte, je vais être là pour toi. Puis c'est de cheminer aussi là-dedans parce que ça se peut que l'athlète change d'idée en cours de route. Et au contraire, si l'athlète décide de porter plainte, bon, ben là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? Tu sais, c'est de dire, je peux t'accompagner dans la complétion de la plainte ou je peux te référer à Sportaid qui, eux aussi, peuvent t'aider. Ou t'écouter tout simplement ou te donner d'autres conseils ou d'autres pistes de réflexion par rapport à la situation. Fait que ça, c'est tous des petits éléments, je pense, qui sont à privilégier. En conclusion, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais le but de cette présentation-là que je vous ai faite, ben, c'est d'être capable d'informer les athlètes sur le fait que la politique d'intégrité existe, mais qu'il y a aussi des ressources indépendantes qui sont disponibles pour les aider. Fait que s'ils vivent une situation à cause de leur entraîneur, ben, ils ne sont pas obligés d'aller voir le responsable des sports du cégep, par exemple. Ils peuvent venir vous voir, vous. Ils peuvent faire une plainte, sinon, à l'officier aux plaintes, qui est indépendant. Ils peuvent appeler chez Sportaid, qui est aussi un organisme indépendant. Donc, il y a différentes ressources qui sont disponibles pour eux. Vous n'avez pas besoin d'être un expert de la politique. Donc, comme je l'ai dit, là, vous n'avez pas besoin de connaître en détail tous les petits points, mais seulement de savoir que ça existe, qu'il y a des codes de conduite qui sont mis de l'avant, que c'est un processus indépendant aussi qui est fait. Ben, juste ces bases-là, c'est super pertinent, puis ça peut être super efficace pour aider des athlètes. En cas de doute, les référer à Sportaid ou vous-même, en fait, vous pouvez appeler chez Sportaid. Donc, un athlète vient se confier à vous, vous ne savez pas trop, ben, vous pouvez prendre le temps de nous appeler après la rencontre pour parler de la situation. Hey, tel athlète est venu me voir aujourd'hui, je ne sais pas trop comment réagir, je ne sais pas quoi lui dire. Puis les intervenants sur la ligne d'écoute, ben, ça va nous faire plaisir justement de vous guider là-dedans, d'éclaircir la situation, de vous proposer aussi des pistes de réflexion. Et même chose pour les athlètes, je ne le dirai jamais assez, là, puis même si ce n'est pas une situation de violence, là, il y a sûrement des athlètes qui viennent vous voir pour vous dire moi, je vis de l'anxiété de performance dans mon sport. Ben, ça aussi, là, c'est des sujets qu'on traite sur la ligne d'écoute. Fait que gestion des émotions, c'est des conseils qu'on peut donner, mais c'est aussi, on peut les référer vers d'autres ressources. Fait que si c'est des thèmes que vous sentez un peu moins outillés, ben, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et mon dernier point, un des plus importants, ben, pas des plus importants, mais un des très importants, prendre soin de soi. Je sais qu'en tant qu'intervenant psychosocial, en fait, une des principales tâches que vous avez à faire, c'est d'aider les autres, c'est d'écouter les autres, c'est de faire un peu tout en votre pouvoir, justement, pour les appuyer. Mais pour pouvoir aider les autres, en fait, il faut soi-même s'aider, puis il faut être soi-même bien, dans un bien-être mental et physique. C'est pas toujours facile ce qu'on peut entendre. Fait que d'en parler à des collègues, de vous-même consulter, ben, c'est important de le faire, pour pas que quand vous arrivez à la maison, vous ruminez sur la situation.
que ça l'englobe votre esprit, tu sais. Fait que de prendre soin de soi, c'est un des points les plus importants aussi pour aider les athlètes par après. Fait que voilà, c'est un peu mon petit mot de la fin. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Puis là, on va être rendu à la période de questions pour Oui. les... Voilà. Oui, merci beaucoup Alexandra pour la présentation. C'était vraiment super. On a vraiment plein de bonnes questions pour toi. Ça pleut. J'espère que je vais pouvoir répondre. Je vais faire de Ben mon oui. mieux. Puis absolument, puis j'ouvre la porte là, que s'il y a des questions qu'on n'a pas la réponse tout de suite, il y a des questions qui peuvent être plus précises, on pourra recommuniquer aussi des réponses par la suite là, en prenant le temps d'aller s'informer. Fait que, il n'y a pas Oui, de souci de ce côté-là. puis si je peux ajouter juste avant qu'on parte, chez Sportaid, on a Marc-Antoine qui est comme vraiment spécialiste dans la politique. Là. Lui, il la connaît vraiment bien, il est super outillé là-dedans. Fait que si jamais il y a des questions que j'ai plus de difficultés à répondre, ben n'hésitez pas justement à appeler à la ligne puis de demander pour Marc-Antoine. Je sais que ça va lui faire plaisir de vous répondre. Super. Un peu plus tôt, première question, un peu plus tôt, tu parlais que Sportaid pouvait aider pour un aspect du soutien à un plaignant. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a une organisation qui peut soutenir l'athlète au niveau juridique durant le processus? Au niveau juridique, ben là, comme je l'ai dit, il y a des avocats qui peuvent être là pour répondre aux questions, mais sinon, il y a Equijustice, qui est un centre de services juridiques de proximité, je crois, mais Equijustice, là, en fait, ça offre des services juridiques gratuits à proximité dans votre région. Ça peut aussi vous aider pour des situations de médiation, si vous voulez. Si vous voulez ne pas nécessairement vous rendre au processus de plainte ou au processus d'audition, il offre des services de médiation. Donc, Equijustice, vous pouvez faire une petite recherche Google, ça peut être une bonne ressource. Sinon, le site Éducaloi aussi, qui est comme une façon d'expliquer des lois de façon un petit peu plus simplifiée pour monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas nécessairement une formation là-dedans. Là. Ça peut être aussi un bon outil, c'est un site Internet. Super, merci. On a parlé un petit peu plus tôt du délai qui était accepté entre une plainte au niveau d'abus sexuels ou versus les autres. Pourquoi cette différence dans le délai entre les formes d'enseignement? Oui, c'est une bonne question. La politique n'est pas parfaite. On travaille pour l'améliorer, justement, pour émettre des recommandations. Pourquoi une différence? Je ne le sais pas. Sportaid, justement, c'est ça. Là, nous, on essaye que ce délai-là soit vraiment plus élevé parce que de la violence psychologique, ça peut avoir énormément d'impact, même si c'est arrivé il y a 5 ans. Tu sais, fait que, ouais, j'ai pas de réponse. Puis on essaye justement que ça soit plus élevé pour que ça soit justement un délai qui est beaucoup plus long parce que 120 jours, c'est vraiment petit, là. C'est comme 3-4 mois. Là. Fait que, ouais. Oui, puis on a même plutôt que c'est difficile pour un jeune athlète de se rendre compte de ça, ensuite être prêt à faire la plainte. Donc, c'est sûr que c'est un délai qui peut être un frein. Exactement. Ouais. Est-ce que la personne plaignante peut avoir des accommodements lors de son témoignage? Par exemple, témoigner sans être devant la personne visée? Oui, c'est une bonne question. Sans être devant la personne visée. Bien, je sais que on en avait, moi j'en ai eu une discussion avec Maître Charbonneau Oui. qui avait mentionné une des situations avec c'était un enfant plus jeune qui l'avait fait la caméra fermée, donc il ne voyait pas, là, il l'avait fait à distance. Donc, je crois qu'il y a certains commandements dans des cas exceptionnels qui peuvent être faits. Oui, ben en fait, merci Samuel pour ta réponse. Effectivement, c'est une possibilité de faire ça à distance. Je suis sûre que si vous expliquez votre situation au comité, il y a probablement des accommodements qui peuvent être faits. C'est sûr que là, c'est spécifique aussi selon chaque situation. Je ne suis pas assez certaine d'une réponse pour en donner une très claire. C'est bon, pas de souci. Si on me demande, dans le cas où une organisation scolaire est impliquée, la fédération est-elle informée? Et
est-ce que l'institution est au courant? On demande aussi si jamais il y a une sanction appliquée, un peu d'information s'en va à qui? Est-ce que les ressources humaines de l'institution vont être informées? Ouais. OK. C'est super complexe parce que là, par exemple, je vais commencer avec le secondaire. Parce que là, il y a des gens aussi qui sont au secondaire ici. Au secondaire, il y a du sport parascolaire qui est chapeauté par le RSEQ, puis il y a aussi du sport-études, concentration, ça, c'est la fédération. Si c'est un sport parascolaire, par exemple, le RSEQ a aussi adopté la politique. Fait qu'en fait, ça va comme eux, ils vont être mis au courant. Puis par après, là, ça va être le CA. Là, dans une école privée, par exemple, c'est un CA. Là, une école publique, ça peut être c'est un CA aussi. Ça peut être un CA aussi, ou parfois c'est un comité dans l'école, plus comme style ressources humaines. Ça va être ce genre de comité-là qui va être mis au courant. Ainsi que l'acteur mis en cause, fait que l'entraîneur, par exemple, présumé. Mais là, comme je l'ai dit, c'est confidentiel, fait que ça ne va pas sortir dans les nouvelles de l'école comme « OK, tel entraîneur a fait telle chose ». Par contre, si un entraîneur, si le comité d'intégrité a jugé justement que l'entraîneur, ben oui, il a fait tel geste, puis ça vaut des conséquences, des recommandations, bien ça reste dans son dossier. Puis s'il se déplace, par exemple, d'une école à l'autre ou d'un club à l'autre, ça va être aussi su, ça comme ça reste. Et puis là, la question, c'était, je ne sais pas si je m'éloigne dans ma réponse, là, mais c'était comme, répète-la, s'il te plaît. Oui, dans le fond, la question, c'est est-ce que dans le cas qu'une organisation scolaire est impliquée, est-ce que la fédération va l'être aussi? Donc, dépendamment d'où vient un peu. Oui, OK, c'est ça. En fait, c'est ça. Si c'est des athlètes qui sont en sport-études, en concentration ou qui sont membres de la fédération, ben oui, la fédération va être au courant parce que c'est eux qui entérinent les recommandations. Fait qu'un athlète au niveau collégial qui est aussi membre de la fédération de basket, par exemple, ben là, la fédération, les membres de la fédération du CA, ben là, ils vont être au courant de la situation. Puis voilà, fait que oui. OK. Puis, si une sanction est appliquée, est-ce que, dans le fond, le rapport va vers où? Est-ce que les ressources humaines vont être informées de la situation? Bien là, ça dépend encore une fois si c'est un CA, si c'est un comité de ressources humaines. Évidemment, le moins de gens possible vont être informés pour garder la confidentialité. Donc, ça va être le comité qui gère la plainte ou le CA ou le comité de ressources humaines. C'est les personnes un peu à la tête qui vont être informées de cette situation-là. Pour ce qui est, mettons, juste des ressources humaines de l'école, ça, je pourrais pas dire. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que l'entraîneur va être mis à pied et suspendu ou renvoyé du club non plus. Là. Ouais. De l'école, je veux dire. Ouais. On a une question. Est-ce qu'il existe une formation toute faite pour les athlètes? Une rencontre qu'on pourrait animer pour nos équipes sportives dans notre école secondaire? Ben oui, en fait, chez Sportaid, comme Jean-Baptiste l'a dit, là, on offre toutes sortes d'ateliers. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous, on peut produire un atelier pour destiner aux athlètes, pour les informer de la politique, mais de façon comme plus conviviale, adaptée pour eux. Vous pouvez écrire, j'ai écrit dans le chat tantôt, là, mais AM comme maman, am.vezina@sportaid.ca. C'est elle qui gère les demandes d'atelier, en fait. Fait que vous pouvez lui écrire un courriel en spécifiant un peu c'est quoi vos besoins d'atelier. Donc, on aimerait ça avoir un atelier offert à des athlètes concernant la politique d'intégrité, le processus et tout ça. Nommez votre sport, l'âge de vos athlètes, puis elle va vous répondre, puis il y a un atelier qui pourra être cédulé. Super, merci. Je vois que Mélanie Lacroix qui a la main levée. Je peux vous laisser la parole si vous ouvrez votre micro. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Mélanie, je travaille avec les Carabins de l'Université de Montréal comme au service aux athlètes, puis je suis aussi bénévole sur plusieurs conseils d'administration des fédés. Dans le fond, on a eu des cas particuliers justement, là, puis il faut juste se rappeler que dès qu'il y a une plainte auprès d'un entraîneur qui est à potentiel caractère sexuel, il est directement enlevé de l'encadrement. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez cette réponse-là, parce que
normalement, c'est quelque chose à démystifier là, avec l'Office des plaintes, puis on essaie d'avoir la réponse, mais il faut normalement que les ressources humaines de l'institution soient informées. Dans le cas où ça serait comme dans le cas avec des fédés, c'était pas ça, mais même si ça passe par la fédé, au niveau de la confidentialité, c'est vraiment un enjeu. Puis je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens autour de la table qui sont des institutions. Puis de ce que j'ai compris, l'Office des plaintes, puis on va avoir des réponses plus précises, je pourrais toujours vous les communiquer, là, mais il faut créer une espèce d'entente avec l'Office des plaintes pour que directement, je pense, l'institution soit au courant. Je pense que la fédé va probablement le rester effectivement, là, mais parce que les ressources humaines doivent avoir le contenu, parce que sinon, ils doivent partir leur propre enquête en plus de l'enquête. Mais si tu enlèves directement si c'est une plainte, ben l'entraîneur ou la personne, mettons, qui est employée, fait qu'il y a un concept d'employeur-employé, fait qu'il faut que les ressources humaines soient au courant de l'institution. Fait que c'est un enjeu quand même important qu'on vit en ce moment. Fait que c'était là que je demandais si ça avait un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Mais effectivement, dans l'autre cas où il n'y aurait pas de caractère, là, à ce moment-là, effectivement, je ne suis pas sûre que l'institution va être informée. Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, c'est un bon point. Quand l'officier aux plaintes juge que c'est une situation super grave qui met en danger la sécurité des athlètes, là, il retire automatiquement. En recevant la plainte, là, il y a comme un genre de délai de 48 heures. Là, ben, ils peuvent retirer automatiquement l'entraîneur du milieu en attendant justement le processus d'audition et tout. Fait que ça, c'est un point. Par contre, je trouvais que c'était une bonne affirmation que vous avez dit, mais je ne suis comme pas sûre si j'ai compris si c'était une question ou une affirmation. C'est une question-affirmation dans le sens qu'on a eu un premier élément de réponse de l'Office des plaintes, mais c'était pas clair encore. Fait que c'est pour ça que je disais peut-être que vous avez plus de clarté par rapport à ça. Puis je dis juste que c'est un point qu'il va falloir probablement, parce que le RSEQ, normalement, est simplement une courroie de transmission dans l'histoire. Fait que, comme vous dites, c'est important de faire attention parce que là, il y a beaucoup de monde qui sont au courant. Donc, c'est tous des petits éléments, je pense, sur lesquels qui vont être travaillés pour ajouter de la clarté. Puis même l'athlète va sûrement vouloir avoir des éléments de réponse par rapport à ça. Puis il ne faut pas oublier que dans chaque institution scolaire, souvent, au cégep, l'université, des fois, il y a comme un bureau interne aussi. Fait que ça devient ça devient vraiment intense, là. C'est ça. Oui. Okay. Oui, puis comme je l'ai dit, c'est ça, la politique est loin d'être parfaite. Il y a des recommandations qui veulent être émises justement pour l'améliorer, puis pour justement des petits trucs comme ça, soit des lacunes soient comblées. C'est ça. Parfait. Ben merci. Merci beaucoup, Mme Lacroix. Désolée, non, j'avais comme pas une réponse supplémentaire ou plus claire que l'officier aux plaintes. Super. Ben, oui, puis je pense que l'officier aux plaintes, il faut rappeler qu'il va avoir 2 ans sous peu, là, donc c'est encore une très jeune institution, ce qui explique aussi qu'il y a certains points qui, des fois, restent encore à clarifier. Oui, puis c'est tellement venu justement combler tellement des manques juste par son implantation, puis sa mise en place, sa mise en œuvre, que c'est ça. Fait que, ouais. Super. Le temps avance. Peut-être une dernière question. On demandait quel est l'avantage de cette politique de plainte versus celles qui sont faites à la police? Oui, ben en fait, il y en a plusieurs, là. C'est beaucoup plus rapide qu'un processus fait à la police. Une plainte faite à l'officier aux plaintes, là, en tout et partout, ça peut peut-être prendre 2 mois maximum. Puis si c'est jugé recevable, c'est comme il y a des recommandations qui sont émises. Avec la police, ben là, ça va être au criminel. Il y a des enquêtes qui vont être faites. Ça peut aussi beaucoup revictimiser la victime, dans le sens qu'il va falloir qu'elle parle de sa situation à plusieurs reprises. Mais parfois aussi, c'est ça que les victimes veulent, en fait, parce que le but de la politique, comme je l'ai dit, c'est de faire cesser des comportements, de mettre des sanctions, mais c'est pas... l'entraîneur n'ira pas en prison à la fin de tout ça. Il va pouvoir aussi peut-être continuer à coacher. Fait que, ça dépend des besoins de la victime, ça dépend de ses attentes, ça dépend de qu'est-ce qu'elle veut au final avec tout ça aussi, là. J'aimerais rajouter aussi qu'il y a beaucoup de situations qui sont dans des zones grises. Je pense que la politique permet d'aller sensibiliser, éduquer
des gens qui ont des comportements inacceptables, mais qui peut-être vivent dans cette culture-là depuis longtemps et qui ont reçu ce genre de comportement-là. Donc, il y a aussi une idée, je crois, de sensibilisation, d'éducation pour toutes ces zones-là un petit peu plus grises, là. Oui, tout à fait. Puis aussi, je voulais ajouter un point sur le fait que si les victimes sont mineures, puis une victime porte plainte à l'officier aux plaintes, ben, l'officier aux plaintes va faire une plainte à la police aussi, en plus de la DPJ. Super. Merci pour la précision. Je vais prendre une petite minute simplement pour remercier Spartide d'avoir organisé, là, d'avoir aidé avec le webinaire, principalement Jean-Baptiste et Alexandra pour vos présentations. Un gros merci à vous. Merci beaucoup aux participants. On a eu un bel accueil, là, près de 100 personnes qui étaient là aujourd'hui. Tous des gens impliqués dans le sport à l'école. Donc, on apprécie beaucoup votre intérêt puis votre présence. Aujourd'hui, il va y avoir un autre webinaire au mois de mai. Les détails vont être à venir. Les informations vont être partagées auprès de nos répondants, sport-études, psychosociaux, puis à travers notre réseau. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci encore une fois à vous deux. Merci tout le monde. Merci Merci Samuel. Samuel, merci à tous.